Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de consacrer un épisode au bien-être animal en partenariat avec Philom, un cabinet de veto-conseil, et Danone que vous connaissez tous bien. En fait, Philom m'a contacté car ils accompagnent les acteurs du monde agricole et agroalimentaire à améliorer leurs pratiques en termes de bien-être animal. Ils m'ont proposé d'organiser une table ronde au format podcast sur le sujet. On a en effet réuni autour de la table des spécialistes en la matière. On a d'abord François Gary, qui est fondateur du cabinet vétérinaire Philom, Valérie David, qui est chef de service bien-être et santé animale à l'Institut de l'élevage, et Héloïse Cellier, ingénieure agronome et chef de projet agriculture chez Danone. Bref, que du beau monde autour de la table. Tous les trois ont un point commun. Ils travaillent ensemble pour aider les éleveurs partenaires de Danone à améliorer leurs pratiques en termes de bien-être animal. Mais qu'est-ce que vraiment le bien-être animal ? Comment on peut agir sur le sujet tout en répondant aux autres enjeux d'une exploitation, qu'ils soient économiques, pratiques ou même sanitaires ? Et quel est le rôle d'un groupe agroalimentaire comme Danone dans tout ça ? Ce sont les questions auxquelles on a tenté de répondre dans cet épisode. Et comme parler du bien-être animal sans avoir l'avis d'un éleveur serait en partie passé à côté du sujet, j'ai ensuite appelé Sophie, qui est éleveuse laitière et qui suit le programme bien-être animal de Danone pour avoir son avis sur le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de nos invités du jour. Bonne écoute! Bon, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas l'habitude de faire un épisode avec autant de monde. Mon record, c'était 2 invités. Peut-être que je vais vous laisser vous présenter pour démarrer, qu'on comprenne bien qui vous êtes et ce que fait votre organisme. François, je te laisse commencer. Oui, François Gary de Philom. Et donc Philom est une société de conseil en stratégie organisation dans les filières animales. Donc on s'occupe de développement des filières, de qualité, sécurité sanitaire et de bien-être animal. Et on se connaît parce que vous travaillez, Philom, notamment avec Comexposium qui organise le Salon international de l'agriculture où on est aujourd'hui. Et vous les conseillez sur le... La mission continue aussi cette année. On a eu l'occasion d'échanger l'an dernier à l'occasion de la précédente session. Oui, vous les conseillez sur l'application du bien-être animal tout au long du salon. Et vous conseillez Danone aussi sur cette partie-là. Et donc on a Héloïse. Oui, bonjour à tous. Donc, Héloïse Cellier, pour Danone et dans l'équipe agriculture régénératrice. Et ensuite, Valérie. Oui, bonjour à tous. Donc, Valérie David. Je travaille à l'Institut de l'élevage. Donc, je suis responsable du service bien-être et santé animale. Donc, l'Institut de l'élevage, c'est un institut technique agricole qui a pour vocation de faire de la recherche appliquée pour proposer, pour accompagner les éleveurs et les filières dans la réponse aux différents enjeux auxquels ils sont confrontés tous les jours. Ok, et donc vous travaillez tous les trois ensemble sur la problématique du bien-être animal. J'étais contente quand Philom vous m'avez contacté pour faire cet épisode parce qu'en fait, j'ai pas traité la problématique depuis bientôt 4 ans puisque le bien-être animal, c'était le premier épisode que j'avais fait avec La Clé des Champs. Je sais pas pourquoi je m'étais embarquée directement là-dessus, qui est quand même un sujet parfois décrié, mais avec Pauline Garcia qui est éthologue. Et du coup, je trouvais hyper intéressant d'avoir des experts en la matière et puis aussi un transformateur, un membre clé de la chaîne agroalimentaire parce que effectivement il n'y a pas de raison que le bien-être animal soit porté que par l'éleveur. Je pense que c'est toute la filière et l'ensemble de la chaîne qui doit porter cette responsabilité. Donc je suis ravie de vous avoir autour de la table aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que l'un d'entre vous pourrait peut-être Valérie de l'Institut de l'élevage, mais nous définir le bien-être animal parce que comme ça a l'air très subjectif comme notion. Est-ce qu'il y a une définition précise ? Alors il y a une définition précise, oui, c'est la définition de l'ANSES. Donc le bien-être animal, quand on s'intéresse au bien-être animal, en fait, l'idée c'est de trouver les solutions pour répondre aux besoins physiologiques, comportementaux et voire même aux attentes des animaux d'élevage, en tout cas en ce qui nous concerne. Et donc quand on entend cette définition, on se rend bien compte que c'est une définition complexe parce que quand on parle de besoins physiologiques, ça effectivement en tant que vétérinaire ou zootechnicien, on sait de quoi on parle. Quand on parle de besoins comportementaux, donc là aussi avec l'éthologie, on a une approche un peu,
objectif, quoi. Mais quand on parle d'attente, là, on est vraiment sur un concept un peu plus compliqué et sur lequel aujourd'hui on n'est pas encore très armé pour répondre. Et donc on approche le bien-être animal au travers de définitions un peu plus ou de concepts un peu plus objectifs. On parle des 5 libertés que vous connaissez certainement tous, ou même maintenant des 5 domaines. Je pense que c'est bien de nous les rappeler, parce que ça fait combien ? Ça fait 10 ans que vous travaillez dans le bien-être animal, vous m'avez dit, donc vous les connaissez bien, mais je ne suis pas sûre que tout le monde les connaisse, ces 5 libertés. Donc les 5 libertés, c'est l'absence de faim et de soif, l'absence de douleur, l'expression des comportements naturels, l'absence de stress et de peur. Et j'aurais bien aimé revenir sur cette notion de subjectivité des attentes, parce qu'effectivement, la notion de bien-être animal pour un éleveur, elle ne va pas forcément être la même que la notion de bien-être animal pour un citadin. J'entends par là, exemple concret, des collègues à moi parisiens qui étaient choqués par l'insémination artificielle, ou un éleveur qui trouve ça complètement lambda, et vice-versa, un éleveur qui va arriver à Montparnasse et qui va voir un chat dans un sac à dos à bulles avec la joue écrasée sur la vitre, va être choqué de ça et va trouver que le bien-être animal n'est pas forcément respecté, ou avoir un chien dans un appartement par exemple, ou c'est une notion aussi, il y a cette subjectivité-là. Est-ce que là, l'objectif de donner des définitions, les 5 libertés, c'est pas de cadrer aussi et que... C'est d'avoir effectivement des indicateurs objectifs qui nous permettent d'évaluer le bien-être animal de manière prioritaire du point de vue de l'animal, c'est-à-dire, en tout cas, on regarde vraiment l'état de l'animal, son comportement, la façon, on regarde l'animal, c'est ce qu'on appelle une approche animal centrée. Et quand sur certains critères, on a un peu plus de mal à avoir des critères directement observables sur les animaux, on s'intéresse à l'environnement de l'animal, à son confort, etc. etc. Effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, quand on parle de bien-être animal, en fait, on est confronté à des attentes sociétales d'acteurs de la société qui connaissent pas forcément l'élevage, qui connaissent pas forcément la réalité des élevages et le pourquoi et le comment des pratiques qui sont réalisées. Et donc, du coup, on a des attentes qui sont pas vraiment, souvent pas de bien-être animal, mais qui sont parfois en lien avec l'image que peut renvoyer un élevage. Donc en fait, on a un peu une ambiguïté en fait sur les attentes de la société par rapport au bien-être animal. Mais en tout cas, nous, quand on travaille sur le bien-être animal, on essaye d'avoir vraiment des indicateurs objectifs et qui nous permettent d'avoir une vision. Alors on dit du point de vue de l'animal, c'est un peu ambitieux, mais en tout cas, c'est l'animal qu'on observe et on regarde comment il se comporte et son état. C'est le résultat de travaux de recherche qui ont été faits il y a à peu près une dizaine d'années au niveau européen pour avoir des critères vraiment objectifs qui mesurent le bien-être animal. Donc à la fois sur l'animal en priorité, mais sur ses conditions d'environnement. Mais pas uniquement transposer notre vision des choses par rapport à notre propre culture et qu'on ait des critères qu'on puisse appliquer dans des systèmes à peu près qui seront différents. Donc c'est ça qui a été fait et sur lequel est bâti les différentes grilles d'évaluation qui soient utilisées à l'échelle professionnelle comme Bovivwell ou à l'échelle d'entreprise comme ce que fait Danone. Et pourquoi on en entend beaucoup parler de bien-être animal ces dernières années ? Pourquoi c'est devenu un enjeu clé de notre société et puis des filières animales également ? Parce que je pense que tout consommateur et tout citoyen veut être certain que les animaux ont été traités normalement. Toute la difficulté, c'est de la définition de ce que c'est que le bien-être et de comment on le mesure. Mais quand on a travaillé, nous, au niveau international, sur une norme internationale, le consensus a été fait sur le fait que le bien-être animal, ça n'est pas quelque chose qui se discute, ça doit être un prérequis des échanges qui sont faits. Donc c'est la question après, qui n'est pas simple, c'est comment on le mesure. Oui, parce que finalement, le rôle premier d'un éleveur, c'est de soigner ses animaux. Par définition, c'est sa fonction essentielle. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est le concept d'un seul bien-être qui prend en compte aussi l'éleveur. C'est-à-dire que c'est un éleveur qui est bien confortable dans son travail, pourra s'occuper mieux de ses animaux, et lorsqu'il a des débordements dans des pics de travail, c'est parfois là qu'on a plus de difficultés.
Et aujourd'hui, la difficulté de mettre en œuvre les injonctions de la société par rapport au bien-être animal dans les élevages, c'est vraiment l'ensemble, c'est la prise en compte de l'ensemble des enjeux auxquels les éleveurs et les filières, les élevages et les filières aujourd'hui sont confrontés. Parfois, on a quand même des attentes de la société qui sont en contradiction avec d'autres enjeux auxquels les élevages sont confrontés. Donc, ça, c'est toute la difficulté en fait d'accompagner les éleveurs dans des démarches qui répondent à l'ensemble de ces enjeux, quoi. Il faut vraiment avoir une approche holistique, multi-enjeux pour pouvoir donner aux éleveurs, proposer aux éleveurs des solutions opérationnelles. Ça peut être quoi comme enjeu contradictoire ? Vous avez des exemples concrets à nous partager ? Alors oui, au-delà du bien-être animal, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux sanitaires, il y a des enjeux de revenus. On l'a vu les premiers jours du salon, c'est-à-dire que le revenu des exploitants agricoles aujourd'hui, c'est quand même une question qui est très importante. Il y a des enjeux aussi sur les conditions de travail, et puis on leur parle aussi de lutte contre l'antibiorésistance, ou même maintenant de lutte contre la résistance à de nombreux autres produits chimiques, aux antimicrobiens. On leur parle de souveraineté alimentaire. Et donc tout ça, en fait, ça fait un brouhaha avec parfois des enjeux qui sont contradictoires. Si on reste, par exemple, sur la question du bien-être animal et de la santé animale, effectivement, une des attentes de la société, effectivement, on sait que mettre les animaux à l'extérieur, ça peut contribuer, si c'est fait dans de bonnes conditions, ça peut contribuer positivement au bien-être animal. Mais on sait aussi que dans de nombreux cas, ça augmente les risques sanitaires. On connaît tous les exemples de la grippe aviaire avec les oiseaux migrateurs. Et en ruminant, c'est par exemple les risques dans certaines zones, certaines régions de tuberculose au contact avec les cerfs, les sangliers ou les blaireaux. Voilà, c'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est un exemple simple. En fait, la réalité elle est encore beaucoup plus complexe que ça. Et puis, il y a aussi le prix qui est prêt à payer le consommateur. Parce que si je prends la filière porcine, par exemple, c'est pas le même prix de manger les cochons de Pierre Oteiza, que j'ai interviewé sur le podcast, qui est éleveur de porc noir dans la vallée des Aldudes, avec les cochons tels qu'on a envie de les voir, que des cochons que le grand public va juger un élevage industriel. Je mets des gros guillemets dans le terme que j'emploie. Mais il y a aussi cet enjeu-là, c'est que le consommateur, enfin le citoyen, s'il demande, il faut que quand il est le consommateur, il puisse suivre, quoi. Tout à fait. Et c'est qu'à la fin, le plus important, c'est de vérifier que le compromis qui a été fait par l'éleveur est bien celui qui est au meilleur des intérêts de l'animal et des siens. Donc effectivement, à certains moments, parce qu'on est obligé de limiter certains aspects du bien-être animal, comme l'accès à l'extérieur, parce qu'on doit protéger les animaux contre un certain nombre de maladies qui sont en train de circuler. Et ça, c'est effectivement difficile à faire comprendre aux consommateurs. C'est pour ça aussi que communiquer sur ce qu'est le bien-être animal, et y compris dans des événements comme celui-ci, c'est important d'expliquer que ça n'est pas une notion simple et que ça n'est pas juste un certain nombre d'injonctions, des surfaces, la liberté, et que l'important, c'est que les besoins physiologiques et comportementaux de l'animal soient assurés et qu'ils soient assurés au meilleur compromis chaque jour. Parce qu'effectivement, on peut être confronté à des périodes où on est obligé de restreindre certaines libertés pour pouvoir protéger l'animal, et y compris le confort de l'éleveur et ses revenus. On vient d'employer un mot important, c'est que le bien-être animal, c'est une affaire de compromis au final. Je veux dire, la durabilité des élevages, oui, c'est une affaire de compromis avec la multitude des enjeux auxquels ils sont confrontés. Donc, le bien-être animal en fait partie. Donc, voilà, il faut trouver les solutions adaptées à chaque élevage, à chaque situation, à chaque contexte. Le compromis, c'est pas un compromis au moins de 10 ans. C'est bien un compromis à la meilleure situation. La situation c'est bien ça qu'il idéale. faut faire attention dans l'usage du terme compromis. C'est bien précisé. Ça n'est pas juste une dérogation ou l'acceptation d'une situation. Non, c'est vu le système, on essaye de trouver les meilleures solutions pour offrir les meilleures conditions aux animaux et à l'éleveur. Dans un certain nombre de systèmes,
l'accès au pâturage sera limité parce que le parcellaire ne le permet pas, parce que la taille du troupeau et parce qu'on ne peut pas faire marcher des kilomètres des vaches laitières. Et donc à ce moment-là, on sera obligé de trouver d'autres solutions pour assurer le bien-être animal. C'est une situation optimale. Et justement, on parle de l'éleveur. C'est la question de l'auditeur. C'est Ambre qui demande, mais c'est quoi l'intérêt de l'éleveur pour lui d'appliquer ces règles, d'améliorer le bien-être animal sur son exploitation? Alors, les animaux qui sont bien produisent mieux. Et quand ils sont bien, c'est plus facile de travailler pour l'éleveur. C'est chaque fois qu'on a des problèmes sanitaires, de bien-être, qu'on crée un surcroît de travail pour les éleveurs. Et ce surcroît de travail met en péril l'équilibre, aussi bien en termes de qualité de travail qu'en termes de revenus. Donc c'est ça qui est important. À moyen et long terme, il s'y trouvera gagnant effectivement sur la durabilité, et ça rejoint le concept d'agriculture régénératrice, sur la durabilité de l'élevage. On aura des animaux qui vont vivre plus longtemps, qui vont produire mieux, qui seront moins malades, qui utiliseront moins de médicaments, et le travail sera plus facile pour l'éleveur. Alors justement, on vient de parler d'agriculture régénératrice. Héloïse, j'aimerais qu'on discute du rôle, encore une fois, d'acteurs clés comme Danone dans la filière agroalimentaire pour aider les éleveurs à améliorer le bien-être animal. Déjà, pour qu'on comprenne bien ce qu'est Danone, évidemment, tout le monde connaît la marque, je pense que ça, il n'y a pas de sujet. Mais c'est quoi votre lien avec les agriculteurs aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en direct avec des agriculteurs qui travaillent pour vous? Est-ce que vous passez par des COP? Avec combien d'agri vous travaillez? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Oui, donc nous, on travaille en direct avec les éleveurs laitiers partenaires. Donc il y en a à peu près 1300 répartis sur 5 bassins de collecte, ce qui nous permet d'assurer un approvisionnement local et à proximité de nos usines. Tu parlais du lien avec nos éleveurs. Donc en fait, on a des équipes sur le terrain qui va au quotidien rencontrer les éleveurs. Donc ça peut être ce qu'on appelle nos chefs de secteur lait, qui assurent un peu le quotidien. C'est un petit peu le relais avec l'entreprise. On a également des auditeurs. On en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de notre évaluation bien-être animal, parce que c'est eux par exemple qui vont en élevage faire ces évaluations. Et donc, c'est effectivement grâce à ces équipes terrain qu'on peut déployer un certain nombre d'actions, notamment dans le cadre de nos programmes d'agriculture régénératrice. Alors justement, j'ai changé plusieurs fois avec vous. Je sens que c'est quelque chose d'important, l'agriculture régénératrice. Mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi? Donc en fait, Danone, en tant qu'entreprise laitière, on est un des maillons de la filière. Et dans ce sens, on a un vrai rôle à jouer pour accompagner les éleveurs dans la transition agricole. Et donc chez Danone, nous, on parle plus particulièrement de transition vers l'agriculture régénératrice. Et en fait, on définit cette agriculture régénératrice en 3 piliers. Donc le premier qui est tout ce qui va être autour de la régénération des sols, de la biodiversité, de la réduction de l'empreinte carbone. Le deuxième qui est celui dont on parle aujourd'hui, l'amélioration du bien-être animal. Et le dernier pilier qui est l'accompagnement technique et financier des hommes et des femmes. Et pourquoi vous avez souhaité faire du bien-être animal un pilier à part entière de cette agriculture régénératrice, pour se concentrer là-dessus, vu que c'est le sujet du jour? Je vais poser une question un peu provocante, mais presque vous auriez intérêt que l'éleveur il produise le plus efficacement possible, le lait le moins cher possible, pour que vous l'achetiez le moins cher possible. Pourquoi vous avez cette volonté de les accompagner là-dessus? Quel est votre intérêt à vous? Je dirais qu'il y a différentes choses. Donc déjà, ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, c'est une attente sociétale forte. Ça fait partie vraiment des sujets en tête des priorités pour le consommateur. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir la possibilité de mesurer le bien-être en élevage et de pouvoir justement, entre guillemets, pouvoir démontrer le niveau de bien-être dans nos élevages aux consommateurs. Et après, si on prend un peu de hauteur, on parlait justement de transition agricole, de transition vers l'agriculture régénératrice. Il y a vraiment aussi
la cohérence entre les différents piliers qui est très très importante, et on ne peut pas juste travailler effectivement sur tout ce qui va être la productivité, la performance. Pour nous, tout ça va de pair. On ne peut pas effectivement travailler un seul des piliers. Le contexte laitier a énormément changé là, ces dernières années, donc on a un manque de lait, et donc c'est un enjeu stratégique pour une entreprise laitière de conserver son réseau de producteurs laitiers. Et donc travailler sur ces enjeux de moyen long terme, avec l'agriculture régénératrice et ses différents piliers, c'est important. Et donc Philom vous accompagne sur le terrain, notamment là, pour mettre en place toutes ces pratiques, les guides d'éleveurs, etc. François, tu peux nous raconter concrètement les actions que vous avez mises en place sur les 3 axes que nous a développé Héloïse? En fait, c'était important qu'en 2017, Danone a lancé son évaluation bien-être animal, de mettre en parallèle un programme d'accompagnement des éleveurs. Il ne s'agit pas juste de dire c'est bien ou pas bien, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait un progrès. Et donc assez rapidement, alors c'est important parce que pour les organismes de l'écosystème, c'est toujours compliqué d'aller trouver les éleveurs qui ont un vrai besoin en matière de services et d'appui. Et ça, c'est le rôle des équipes qui, avec l'évaluation, étaient capables de proposer de l'appui technique individuel sur des thématiques, des bâtiments, les boiteries, en fonction des problèmes qui ont été vus à l'occasion de l'évaluation, des formations comme le traitement de la douleur lors de l'ébourgeonnage. Donc c'est lorsque on essaye d'éviter qu'il y ait des cornes qui poussent sur les jeunes veaux. Donc tout ça, ils le sélectionnent, et donc nous, on était là pour faciliter l'organisation. Et lorsque les formations n'existaient pas ou qu'il fallait les créer, on s'est appuyé sur les références scientifiques comme IDEL pour les concevoir, comme par exemple sur le climat chaud, sur la longévité des animaux, former ensuite les formateurs dans les différents organismes de l'écosystème, et faire en sorte que ces formations s'organisent. Les pilotes ont été faits dans le cadre du réseau Danone, mais après, on est ravis que ce soit diffusé ailleurs. Voilà. Et la dernière composante, ce sont ces fermes pilotes sur lesquelles on a testé des pratiques innovantes. Et c'est quoi le profil des éleveurs volontaires pour s'engager dans ce programme? C'est quoi leur motivation? Je pense qu'il y a à peu près tous les profils. On voit bien qu'il y a eu une amélioration du bien-être. Donc on peut avoir soit des gens qui ont un projet, soit des gens qui ont de vraies difficultés et qui ont besoin de prendre du recul dessus, soit des gens parce qu'ils veulent acquérir et maîtriser une technique, veulent se former ou échanger avec leurs collègues à l'occasion de ces formations. Donc il n'y a pas un profil particulier, ça s'adressait vraiment à toute la population, tous les producteurs qui livrent du lait chez Danone. Et j'aimerais qu'on parle du 3e pilier, là, les fermes pilotes. En quoi ça consiste? Combien vous en avez? Qu'est-ce que vous faites dessus? Du coup, les fermes pilotes, on a eu 5 fermes pilotes sur 4 thématiques différentes. Donc, on a eu une ferme qui a travaillé sur l'adaptation au climat chaud, une ferme qui a travaillé sur le pair housing, 2 fermes qui ont travaillé sur le veau sous vache nourrice, et le dernier pilote, c'est sur la relation homme-animal. Pair housing, c'est le fait d'élever les veaux par paire, c'est ça, au lieu de les laisser dans des cages seules individuelles. Complètement. Très bien. Et vous auriez une expérience à nous partager sur un de ces... On va peut-être pas toutes les passer, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps, mais vous auriez une expérience à nous partager, des résultats, quelque chose? Non, mais le pair housing est intéressant parce que c'est une vraie pratique innovante et qui fait l'objet de discussions et de travaux à l'échelle européenne. Et les difficultés que l'on a connues, parce que c'est ça l'intérêt aussi d'un pilote, c'est pas uniquement de faire quelque chose, dire ça marche parce que l'éleveur était convaincu, et c'est aussi de mesurer pourquoi le changement n'est pas aussi simple que cela. Donc c'était intéressant parce qu'effectivement ça n'a pas été aussi simple, mais ça montre bien qu'il y a des techniques sur lesquelles il faut travailler sur le plan pratique, sur la faisabilité, sur l'adaptabilité dans les systèmes, les conditions. En particulier là, on sait qu'il faut qu'il y ait un état sanitaire au niveau des veaux qui soit satisfaisant avant qu'on se mette à faire ça. Parce que, qu'on comprenne bien la base du
test. Donc, en gros, jusqu'à présent, les veaux étaient plutôt mis en cage individuelle, si j'ai bien compris. Et François, vous me rectifierez, mais pour éviter notamment la transmission de maladies, parce qu'à ce moment-là, ils sont fragiles. Voilà, il y a des éleveurs qui mettent en groupe les veaux relativement jeunes, mais ça n'est pas la majorité. Depuis les années 90, la plupart des éleveurs isolent dans les premiers stades de la vie. À partir de 2 mois, les animaux sont toujours en groupe. Mais dans les premiers jours de la vie, phase la plus critique sur le plan sanitaire, les animaux sont isolés. Mais à proximité, hein, attention, hein, c'est pas de des petites barrières qui séparent chacun des veaux. Faut pas imaginer quelque chose qui est, c'est pas un isolement, une quarantaine. Mais c'est simplement fait pour limiter la diffusion. C'est intéressant pour limiter la diffusion des maladies, mais c'est aussi intéressant pour faciliter le travail en fonction du comportement des veaux qui boivent plus vite ou moins vite. C'est important. Mais en termes de socialisation, on s'est aperçu au travers des travaux de recherche qu'il y a un intérêt à essayer de mettre en groupe les veaux plus tôt que l'on ne le fait aujourd'hui. Oui, parce qu'après, ils sont moins stressés quand il y a du changement. Et j'ai vu qu'ils grandissent un peu plus vite aussi. Oui, il y a ça. Et puis, ils apprennent à gérer le stress, à être à plusieurs. Et donc, il y a effectivement un certain nombre d'intérêts. Mais même si on a sur ce type de pilote qui est relativement innovant, où on a trouvé des éleveurs chez qui ça a marché et d'autres chez qui c'est plus difficile à mettre en œuvre, ça montre bien qu'il y a encore des travaux à faire. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux qui sont lancés avec IDEL sur justement la mise en groupe des veaux dès leur plus jeune âge. Et là, toute la filière a intérêt de prendre les devants sur les tests, non ? Parce que la réglementation va plutôt dans le sens d'obliger à grouper les veaux. Je sais que les durées sont réduites, notamment pour le bio, c'est relativement court. Ça veut dire qu'il faut bien tester que c'est possible avant que la réglementation l'oblige, alors que c'est pas faisable, quoi. Alors la réglementation est encore en cours de discussion. Attendons de voir ce qui sera sorti. Ce qui est très clair, c'est que il est important, et l'exemple est intéressant, mais c'est un travail entre la recherche et l'opérationnel pour trouver les solutions adaptées. Et il faut faire ces travaux-là pour ne pas se faire dicter des solutions qui seront très difficiles à mettre en œuvre. Voilà. Donc, attendons, parfois, faut pas que la législation précède la recherche, juste sur des intentions. Il faut vraiment qu'elle se base sur une recherche, mais pas juste une recherche fondamentale, mais une recherche opérationnelle qui trouve des solutions pour les éleveurs. Il ne s'agit pas de créer des problèmes, mais de proposer des solutions. Et là, dans notre cas présent, pour conclure, c'était quoi qui a finalement été plus complexe, qui a posé souci dans le test ? Sur un des cas, la complexité, c'est moins un problème technique qu'un problème de management humain. C'est le changement de pratique. Et c'est aussi important dans le bien-être animal. Ça a été développé dans les guides qui ont été produits. C'est comment on accompagne les éleveurs dans le cadre du changement. Et tenant compte qu'aujourd'hui, les structures sont de plus en plus grandes, il y a plusieurs personnes qui travaillent, hommes et femmes, qui se répartissent les tâches. Et les salariés aussi, parfois. Et les règles de décision entre celui qui décide et celui qui fait ne sont pas toujours les mêmes. Il faut arriver à embarquer tout le monde. C'est là qu'on voit qu'il y a une vraie conduite du changement et l'importance de l'humain. Et on n'en revient pas à la notion d'un seul bien-être entre éleveurs et animaux. Très bien. Et Héloïse, dernière question. Où c'est que si des éleveurs nous écoutent ou même des auditeurs qui ont envie d'en savoir plus sur l'agriculture régénératrice, mais aussi comment on peut accéder à vos guides pour travailler le sujet ? Je les ai pas tous lus, mais notamment celui éleveur, je l'ai vu, il est hyper bien fait, très pédagogique et tout ça. Où c'est qu'on peut trouver toutes ces ressources ? Du coup, toutes ces ressources sont disponibles en ligne, donc sur la boîte à outils Danone. On peut aussi les retrouver pour certains ou la plupart donc sur le site de Philum et certains également partagés par l'Institut de l'élevage. Donc effectivement, comme tu disais, on retrouve le guide bien-être animal donc à destination des éleveurs, mais aussi d'autres supports. Donc, on a réalisé notamment dans le cadre des fermes pilotes, donc une plaquette sur le pair housing et puis quelques livrables à venir, notamment sur le pilote sur l'adaptation au climat chaud. Oui,
Oui, donc on a aussi réalisé donc un MOOC qui est une formation en ligne, donc réalisée avec VET AgroSup, qu'on retrouve également sur Internet. Bon, mais merci beaucoup à tous les trois. C'était vraiment super intéressant et très éclairant, j'ai trouvé. Et puis maintenant, je vais aller voir notre éleveuse du jour qui participe au programme pour qu'elle nous raconte voilà, comment elle, son expérience en tant qu'éleveuse. Voilà. Et malheureusement, ça se fera en visio puisque je ne crois pas l'avoir encore dit sur le podcast, mais je suis enceinte avec une capacité de déplacement assez limitée et notre éleveuse est dans le Nord. Donc, j'espère que les auditeurs m'en voudront pas de le faire pour une fois en visio. Voilà, et bien merci beaucoup à tous. Et puis surtout, je vous souhaite une bonne semaine au Salon de l'Agriculture, puisque on n'en est qu'au début. À bientôt. Si, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Vous l'aurez donc compris, le bien-être animal est une notion complexe de par la multitude des enjeux auxquels il est confronté. Le bien-être animal reste cependant basé sur des faits scientifiques qui guident les professionnels de la filière à trouver la solution la plus optimale pour leurs animaux. Et justement, je vous propose qu'on parte à la rencontre de Sophie pour qu'elle nous fasse part de son expérience concrète en tant qu'éleveuse. C'est parti! Bonjour Sophie! Bonjour Louise. Merci beaucoup pour ton temps. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est que tu es actuellement? Oui, donc moi je suis installée sur la ferme familiale qui se situe à Raquinghem, donc c'est entre Aire-sur-la-Lys et Saint-Omer. Donc on a un élevage d'une cinquantaine de vaches laitières et on a 65 hectares de culture où on cultive du blé, de l'escourgeon, des betteraves et du maïs en silage pour nourrir les vaches, ainsi que à peu près une vingtaine d'hectares de pâture. Bon, ça a été quoi le déclic pour toi de devenir éleveuse? T'as toujours voulu faire ça ou il y a eu un déclic sur le tard? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, depuis que je suis toute petite, j'adore les animaux et j'étais toujours avec mes parents, à les accompagner, depuis que je suis toute petite, dans les vaches. Donc c'était vraiment une passion. Donc j'ai fait mes études, plutôt, tournées dans l'agricole avec un BTS, analyse et conduite de gestion d'exploitation agricole. Après, j'ai fait une licence en commerce et vente qui m'a permis de travailler pendant 3-4 ans en jardinerie, ce qui était un peu ma deuxième passion, le végétal, les plantes et tout ça. Et du coup, après, en 2012, ma mère partait en retraite, donc c'était l'occasion ou jamais. Et forcément, je ne voulais pas laisser partir la ferme, donc je suis revenue sur l'exploitation de mes parents. Et comment tu l'as fait évoluer? Est-ce qu'aussi au niveau du nombre d'associés, est-ce que tu es seule? Est-ce qu'il y a des associés? Comment ça se passe? Alors, je me suis installée seule en 2012 et mon mari, il m'aidait. On s'est mariés en 2014 et il a toujours été à mes côtés. Et là, au fur et à mesure du temps, il avait son activité salarié extérieure en mécanique agricole. Et du coup, là, en 2018, il a arrêté et puis il s'est installé quelques années après, en 2022. Aujourd'hui, on est 2 associés sur le RL et on travaille ensemble. Lui, il a plus sa partie, ça va plus être les champs et moi, ça va plus être les vaches. Et on a aussi, en 2021, été formés à l'accueil de scolaires sur notre ferme. Donc, on est ferme pédagogique du Savoir-Vert. On accueille les scolaires de la maternelle au collège. Et on a aussi une activité de diversification pour les anniversaires à la ferme. Ah, chouette. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir nos portes, de montrer ce qu'on fait et puis dire un petit peu un stop aux idées reçues aussi. Et on aime ça, en fait. On aime bien accueillir les gens et montrer ce qu'on fait, c'est important. Et vous avez dû faire évoluer le troupeau avec l'arrivée de ton conjoint? Comment ça s'est passé? En fait, oui, à l'installation, j'avais à peu près une trentaine de vaches et aujourd'hui, son installation, en 2022, ça a permis de faire une extension, de faire des travaux de salle de traite pour avoir environ un cheptel de 50 vaches laitières aujourd'hui. Et tu produis combien de lait? Alors, on produit 450 000 litres de lait. C'est Très bien. l'objectif. Que tu commercialises comment, du coup? Donc, du coup, tout notre lait, il part à la laiterie Danone de Bailleul, qui est à peu près à 30 km de la maison, de la ferme.
Et justement, avant qu'on échange ensemble, tu le sais, au Salon de l'Agriculture, j'ai fait une petite table ronde, enfin une table ronde d'ailleurs, parce que mine de rien, on était 4 autour de la table, avec Philom, l'Institut de l'élevage et Danone pour parler du bien-être animal et du programme d'accompagnement qu'ils mettent en place auprès des éleveurs. Et c'est pour ça que je voulais échanger avec toi pour avoir ton point de vue d'éleveuse là-dessus. Déjà, toi, comment tu as été amenée à travailler avec eux? C'est toi qui as fait la démarche de demander à Danone l'accompagnement? C'est eux qui t'ont contacté? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est arrivé de l'évaluation bien-être animal, en fait, où certains points pêchaient un petit peu sur notre ferme, notamment sur les bourgeonnages des veaux. Et du coup, en fait, ils ont proposé des formations pour qu'on s'améliore vraiment sur des points précis. Et du coup, en nous contactant par téléphone et savoir si on était disponible pour telle ou telle formation. Toi, c'était quelque chose qui était important pour toi, le bien-être animal? Tu mettais déjà en place des choses sur ton exploitation ou jusqu'à présent, tu n'avais pas été forcément sensibilisé à ça? Bah si, en fait, le bien-être animal, c'est au quotidien. Nous, on aime nos vaches, elles font limite partie de la famille. Enfin, quand elles vont pas bien, on va pas bien. S'il y en a une qui est pas bien, on est aux petits soins. S'il faut passer 2, 3 heures par jour, on est auprès d'elle et c'est primordial de toute façon. Et voilà, enfin, non, c'est vrai que c'était pas forcément, on n'attendait pas que Danone nous appelle pour, pour se soucier du bien-être animal, mais c'est toujours des plus et on a toujours à s'améliorer, donc c'est toujours un plus, en fait. Et du coup, ça a démarré par une évaluation, c'est ça? Donc quoi, il y a quelqu'un qui est venu sur ton exploitation, qui a regardé ce que tu faisais et qui t'a mis Oui, une c'est ça. note? Oui, c'est ça, en fait, donc c'est un questionnaire, bien défini sur différents thèmes, et qui nous donne une note, sur notre ferme, en fait, et nos pratiques. Et t'avais eu quelle note? 79 sur 100. 79 sur 100. Bon, c'est déjà un bon début, non? Ça va, tu Bah, partais pas oui, de oui, oui, zéro. on était franchement, après la première évaluation, donc 79 sur 100, on était déjà, enfin, on était contents, on trouvait pas ça, trop mal. Et tu parles de première évaluation, pourquoi? Parce que t'en as refait une deuxième ensuite? Oui, 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 en fait, c'est régulier, hein, du coup, maintenant, c'est mis en place, ça doit être tous les 2 ans. Et alors, la seconde, du coup, tu l'as faite quand? En 2021, 2022? Alors la deuxième, ouais, c'était en mars 2022. Du Et coup, alors, avec quel score? un score de 88 points sur 100. Magnifique, donc de l'amélioration. Oui, oui, T'as- oui. Qu'est-ce qui a justifié cette augmentation des points? T'as mis en place de nouvelles choses entre-temps? Oui, bah, notamment sur, les bourgeonnages des veaux suite à la formation suivie, proposée par Danone. Donc avec, le respect d'un protocole précis, pour, notamment, la prise en charge de la douleur pour le petit veau. Donc avec une anesthésie, complète et l'anesthésie locale, de l'endroit où on va ébourgeonner le veau au niveau du cornillon. Et aussi, un anti-inflammatoire, pour le veau pour pas qu'il ait mal quand il se réveille. Et ça, c'est une formation que tu as suivie? Oui, c'est ça, une formation, d'1 journée, suivie, donc avec un vétérinaire, qui nous a donc tout expliqué le matin, de façon théorique et ensuite l'après-midi, sur exploitation dans une ferme. On est allé vraiment, pratiquer, avec le vétérinaire, tous les gestes à faire, tous les bons gestes à pratiquer pour ne pas faire mal au veau, en fait. D'accord. Et ça, qui le finançait? C'est toi qui le finance ou c'était Non, un... du tout, tout était vraiment, pris en charge par Danone. Et après, t'as refait d'autres projets dans ce cadre-là, d'autres formations, d'autres projets? On a fait une deuxième journée, donc dans le même style, sur une formation, donc plutôt orientée sur le climat chaud et sur nos bâtiments d'élevage, en fait, à adapter, en vue qu'on a de plus en plus de périodes de grande chaleur. Donc la formation, ouais, c'était ça, c'était comment adapter nos bâtiments d'élevage, au climat chaud, en fait. Et c'était quoi concrètement, du coup, qu'ils vous ont recommandé et que tu as mis en place dans tes hangars, enfin, dans ton bâtiment pour améliorer ça? Bah là, pour le coup, donc ils nous ont parlé pas mal de ventilateurs, brumisateurs. Ça, j'ai pas forcément mis en place. Ils parlaient aussi de choses, d'aération, création de fenêtres, de laisser les portes ouvertes, des choses simples, qui avaient pas forcément d'investissement à faire
Et c'est ça aussi qui était très, très intéressant parce qu'il nous disait lui-même que voilà, il n'y avait pas forcément possibilité de vraiment mettre beaucoup d'investissement là-dedans. Des choses simples comme enlever un bardage ou ouvrir des portes. Et franchement, ça permet l'aération du bâtiment et les vaches se sentent beaucoup mieux. Et ensuite, j'ai vu que tu avais fait un projet Mimosa, une Oui. cagnotte. C'était pourquoi? Tu peux nous raconter? Donc en fait, j'ai eu l'occasion de participer à ce programme Mimosa pour améliorer donc l'accès aux pâtures des vaches. Donc Danone proposait un financement, donc c'était vraiment très intéressant pour nous de mettre en place un projet, de mettre en place cette cagnotte pour nous avoir le financement de Danone et pouvoir améliorer l'accès aux pâtures des vaches. Parce que c'est vrai que les vaches, quand elles ont un accès qui est difficile, elles vont avoir du mal à se déplacer. Et pour nous, c'était vraiment important d'améliorer ce point pour les vaches, pour qu'il y ait moins de boiterie aussi. Et c'est aussi un confort à la traite. Si les vaches s'enfoncent moins dans la boue, elles sont plus propres. Donc, c'est une meilleure qualité du lait. Donc, il y a plein de points, il y a plein d'aspects qui étaient vraiment positifs. C'était un projet à combien ça? Parce qu'on dirait que c'est pas grand-chose de faire un chemin d'accès aux pâtures, mais mine de rien, ça chiffre quand même. Oui, donc en fait, c'était donc Danone finançait 7 000 € et on avait à peu près 15 000 € d'investissement. 15 000 euros, on voit que les investissements, c'est pas rien. Même mettre des ventilateurs, des brumisateurs, c'est ce que tu disais, ça demande des investissements. Ça m'amène à la minute économie du podcast. Là, depuis, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que tu t'investis dans ce programme-là. Quels impacts tu vois, toi, notamment d'un point de vue économique sur ton exploitation, là, investir sur le bien-être animal? Parce que comme ça, on pourrait juste voir ça comme un centre de coût au final. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir ou est-ce que ça t'apporte aussi en termes financiers? Ah bah oui, forcément. Après, c'est complémentaire parce que si nos vaches, elles sont bien, nous, déjà, on est bien. Et j'ai un éleveur aussi qui me transfère une newsletter qui s'appelle La vache heureuse pour un éleveur heureux. Et c'est top, ça veut tout dire. Et aussi, oui, forcément, ça a aussi un lien financier parce que nos vaches, on a tout intérêt à ce qu'elles soient bien plus elles sont bien, plus elles vont nous faire un lait de qualité et plus elles sont bien, moins elles seront malades. Donc c'est vraiment tout dans notre intérêt qu'elles soient au Oui, oui, il mieux. y a vraiment un gain économique derrière d'avoir un troupeau en bonne santé au final et qui se sentent bien. Oui, oui, Et complètement. aussi, tu me disais que, notamment suite à la formation sur les bourgeonnages là, des veaux dont tu nous parlais, donc pour ensuite faire en sorte que les vaches n'aient pas de cornes pour leur sécurité à elles, qu'elles se fassent pas mal entre elles, et puis la sécurité de l'éleveur aussi. Tu me racontais quand on préparait l'interview que toi, les matins, avant de suivre la formation, les matins où fallait bourgeonner les veaux, c'était pas tes meilleurs matins, quoi. Tu peux nous raconter ça? Je pense que ça intéressera les auditeurs. Bah oui, complètement. En fait, c'est vrai qu'avant, c'était un peu, on va dire, ce qui est la corvée. On le repoussait tout le temps, on n'avait pas envie de le faire et c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas envie de Pourquoi? faire. On n'aimait pas, on n'aime pas faire mal, on n'aimait pas leur faire mal et du coup, on se rendait compte en plus qu'en le faisant, on le faisait pas forcément bien parce que le fait de pas bien appuyer pour pas trop leur faire mal, la corne, elle poussait un petit peu. Donc, c'était vraiment pas le top parce que du coup, après, on avait des animaux où il y avait une corne qui poussait un petit peu, Nouvelle donc race de c'était vache. pas joli. Et ouais. Et du coup, parfois, les vaches aussi, pour elles, c'est pas bien non plus parce que dans un lot, s'il y en a une qui a des cornes et l'autre non, ça crée des dominantes, des dominées. Donc, c'était vraiment. Et maintenant, du coup, quand on le fait, ouais, je trouve ça plutôt bien. Donc, c'est vraiment, ça a totalement changé la façon de faire Ouais, les parce que tu sens bourgeonnages. que le fait d'avoir eu cette formation, tu le fais mieux et tu leur fais. Il y a moins de douleur pour le veau? Ou pas de douleur, j'en sais rien, c'est toi qui Il me y a diras. moins de, oui, complètement. Il y a moins de douleur pour le veau. Pour moi, c'est devenu quelque chose que j'aime bien faire, qui est facile. Et puis derrière, après, les veaux, ils sont mieux. La génisse, elle est mieux. Et ouais, c'est vraiment que C'est du finalement un positif. exemple concret aussi de montrer que le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur,
C'est lié, quoi. C'est très complémentaire. Et d'un point de vue sociétal aussi, on le sait, il y a beaucoup d'attentes sur le bien-être animal. J'imagine que toi qui ouvres ta ferme aussi aux gens externes pour montrer comment ça se passe, c'est important pour toi aussi là-dessus d'améliorer les pratiques constamment pour montrer qu'on peut mener un élevage efficace en termes de productivité et tout en faisant en sorte que les animaux soient bien. Bah oui, complètement. En fait, le but d'ouvrir nos portes, c'est venez voir vraiment comment on travaille. Regardez nos animaux. Nos animaux, ils sont bien et on fait tout pour qu'elles soient le mieux possible et c'est tout dans notre intérêt. Et nos animaux, on les aime, donc forcément, on leur veut que du bien, on les chouchoute en fait. Et venez voir ce qu'on fait, on le fait bien et c'est ça qui est intéressant de partager notre savoir-faire aussi bien pour petits et grands. Hein. On le voit quand on a des écoles, que ce soit pour les tout petits qui découvrent, mais aussi les accompagnants qui en apprennent beaucoup, qui apprennent énormément de ce qu'on fait, de nos pratiques et qui savent pas en fait. Donc c'est ça qui est intéressant de leur transmettre tout ce qu'on fait, notre travail, notre savoir-faire. Bon, et je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi de t'investir en tant qu'éleveuse laitière? En tant qu'éleveuse laitière, on est fiers de nourrir des gens, de produire un lait de qualité et de faire voir aussi au travers des visites pédagogiques comment on le fait de l'élevage du petit veau jusqu'à l'alimentation de la vache et de la finalité où on traite la vache. C'est une fierté aussi et de le faire comme ça aussi en soignant les animaux naturellement de par mes pratiques et en le faisant bien de par ce que je peux apprendre avec Danone ou au travers des formations, c'est vraiment très intéressant. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis? Bon, quand il y aura du lait sur la table, je sais pas trop, mais, est-ce que tu aurais un truc pour nous? Ah bah oui, par exemple, nous, on donne un petit prénom à toutes nos vaches, donc à toutes nos veaux dès la naissance. Et donc, cette année, c'est notamment l'année des V. Et du coup, c'est toujours intéressant. Et même parfois, quand on a des visites, qu'on a une naissance le jour d'une visite, on dit tiens, les enfants, trouvez-nous un prénom pour ce petit veau qui commence par la lettre V. Et du coup, on a aussi des idées quand on n'a pas de visite au travers de notre logiciel. Mais on a toujours une recherche d'un petit prénom pour nos veaux qui naissent sur notre ferme. Donc tu fais partie de la team des éleveurs qui se cassent la tête à trouver un prénom parce que je sais qu'il y en a quand ils le déclarent sur le logiciel de gestion du troupeau qui prennent un peu de manière automatique ce que lui propose le logiciel. On aime bien rechercher, puis en fonction aussi de comment elle est, si elle est plutôt en fonction de sa couleur, c'est ça aussi qui des fois on va déterminer un prénom qui va lui ressembler en fait, c'est vrai. T'as combien de temps pour trouver le prénom du veau et le déclarer à la mairie, j'allais dire? Officiellement, on a 7 jours. Ça, c'est la réglementation. Bon, ça va. Tu as un peu de temps pour trouver l'inspiration si jamais ça vient pas tout de suite. C'est ça. Bon, super. Et puis, dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou suivre ton actualité ou si on veut venir, je sais pas, si une école veut venir visiter ta ferme ou si un éleveur a des questions sur le programme de bien-être animal que tu mènes avec Danone. Nous, on a une page Facebook, donc ferme pédagogique Sophie et Rémy à Rackinghem. Et on est aussi visible dans le réseau du Savoir Vert, donc sur le site internet du Savoir Vert, qui est le réseau des fermes pédagogiques dans les Hauts-de-France. Et on est aussi, on fait partie aussi du réseau Bienvenue à la ferme. Donc on est aussi visible sur ce site pour les anniversaires à la ferme. Voilà. Super. Écoute, j'espère que quand j'aurai récupéré des capacités de déplacement, j'aurai l'occasion de venir visiter ton exploitation. Avec plaisir. Et puis, merci beaucoup pour tout ton temps. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci également. À bientôt. Au plaisir. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job.
Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.